je vais laisser la parole à Lydie et Fabrice pour la première présentation qui va parler de la puissance de OGR et VRT pour utiliser des données qui sont mises à disposition de manière distante. Voilà. Fabrice, Lydie, c'est à vous. Merci. Lydie, je ne sais pas si tu actives ta... Ah ben là voilà. Oui, bonjour. Très bien. Et puis donc je vais essayer de passer en présentation. Voilà. Et de partager l'écran. Donc Lydie, je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour à tous, Lydie Massonneau. Moi, je travaille dans une collectivité, un syndicat mixte régional qui s'appelle Mégalis Bretagne. Et je suis responsable d'une mission en charge de l'accompagnement autour des services numériques et plus particulièrement du projet Open Data régional. Donc Fabrice Fong de GeoBretagne. Alors, bon, le titre ne vous dira absolument pas ce que vous allez voir dans la présentation, mais on ne savait pas quoi mettre. Le sous-titre peut-être un peu plus. On va parler alimentation de données, parce que c'est un problème qui se pose dans notre région. Alors, je ne sais pas comment on fait défiler ce truc-là. Voilà. Et pour commencer, je vais vous demander à tous qui êtes présents, si vous voulez bien suivre le lien que je vais coller. Ah, je vais essayer de coller dans le chat. J'y arrive pas. C'est fait, Fabrice, je l'ai fait. Merci. Pour passer sur un petit exercice ensemble. Fabrice, si je puis me permettre, est-ce que tu peux essayer d'avoir un son plus fort, s'il te plaît? Non, je peux pas, je suis désolé. Là, je suis à 15 cm du micro. L'exercice, c'est vous posez la question, et vous, comment est-ce que vous faites pour déposer vos données sur votre plateforme? Alors, on va parler de toutes données. Donc, bien sûr, les données géographiques que vous avez d'habitude, mais peut-être êtes-vous tombé sur des CSV, sur des données que vous vouliez charger de data GouvFR, tout ce que vous voulez. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est de dire comment est-ce que vous faites. Vous pouvez mettre plusieurs post-it si vous le souhaitez. Attention, on ne peut pas mettre grand-chose sur chaque post-it. Pour ajouter un post-it, vous avez le bouton plus en bas du tableau. Et puis, vous le rédigez et vous le placez. Et puis, vous le mettez dans la case, dans le tableau qui vous intéresse. Donc, à gauche, ça pose problème. Au centre, ça va. Et à droite, ça me satisfait entièrement. Voilà. Je vais commenter au fur et à mesure. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Donc, certains utilisent des serveurs SFTP. Vous pouvez mettre plusieurs fois la même chose aussi, puisque vous êtes plusieurs et que vous utilisez probablement les mêmes méthodes. Dans le datadir directement, on importe dans la base de données. Import dans la base de données de la région. J'aime beaucoup, je demande à un technicien. C'est effectivement... On notera que c'est la solution qui satisfait entièrement, a priori. Ah non, elle vient de passer dans... Ah non, elle vient de passer, ça pose problème. D'accord. Hop, j'ai à tasser le tableau, je vais le ouvrir. Ah, on a perdu. Bon, on a un joli tâche, je ne sais pas pourquoi
le tableau est tout rétréci. Je vais recharger la page pour voir. Ah, c'est tout en tas. Bon, c'est pas bien grave. L'objectif, c'était de voir les diverses solutions. Donc, on a du serveur FTP. Je vais le mettre là. Tunnel SSH. Demande à un technicien. ETL. On va mettre ça en groupe. J'espère que... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter la question parce qu'elle n'est pas écrite? Comment déposez-vous les données sur votre plateforme? On a du PIDIO, du PIDIO 5 et du technicien. Est-ce que tu peux être plus précis? Est-ce que tu penses à quoi? C'est les données, comment est-ce qu'on les met dans le géoserveur ou Je ne vais pas je vais pas préciser plus que ça. Il y a des données quelque part, il faut les amener sur la plateforme. Là, il y a de l'API REST. Très bien. Bon, on va s'arrêter là. Et je vais... Bon, la suite, donc l'objectif, c'était de voir que dans GeoOrchestra, apparemment, enfin, parmi les utilisateurs, il n'y a pas un mode unique de dépôt de données, il y a pas mal de variétés. Alors, le contexte aujourd'hui, si on regarde sur DataGouv.fr pour faire un petit sondage, sur la page d'accueil, j'ai regardé les différents formats qui sont présents sur DataGouv.fr. Un truc intéressant, alors il faut regarder les chiffres avec précaution parce qu'une donnée peut être présente par exemple à la fois en SHEP et en CSV. On voit que les données géolocalisées, ça occupe à peu près un quart de DataGouv.fr. Ensuite, il y a un gros bloc JSON. Ensuite, il y a des données plutôt d'origine bureautique ou d'export avec de l'Excel et du CSV. Et puis, il y a un quart dont on ne peut pas faire grand-chose avec des outils de base, des documents, des PDF, des HTML et des .zip. Mais bon, ça illustre que le paysage Open Data aujourd'hui, c'est plus comme ça a pu l'être, beaucoup de données structurées en géolocalisé et puis des PDF à côté pour le reste. On a maintenant une variété de formats assez hétérogènes. Notre constat, c'est que, en particulier avec l'extension vers l'open data, une donnée, quand on dit à quelqu'un filez-nous une donnée, avec de la chance, ce qu'on a, c'est ça, c'est-à-dire un tableur. Quand on a encore plus de chance, on a des noms de colonnes qui sont explicites, et qu'on a encore plus de chance, il n'y a pas de fusion de cellules, donc on peut en faire une donnée exploitable. Et on pense que ça, c'est vraiment le gros de la donnée détenue dans nos services. Quelque chose qui en monte aujourd'hui pas mal, c'est les applications nationales, souvent, en particulier propulsées par le plan France Relance et puis par des initiatives d'intrapreneuriat. Donc celle-là, c'est l'appli Camino qui gère les titres miniers. Avant cette application, on avait tout un tas de fichiers bureautiques ou de bases locales. Cette application se met en place et rapatrie l'intégralité de ces données-là dans une application nationale. Et ce qui sort de cette application en données, c'est une API REST. Une API qui ne propose pas de WMS, WFS, mais qui est très bien faite et qui propose par exemple un flux GeoJSON qui est tout à fait efficace. Donc, montée en puissance de ces données-là, accessibles uniquement via API. Et puis, donc là, c'est un extrait d'étude du Gartner, paru en février, qui témoigne d'une montée en puissance importante du fait de la crise de services en ligne. Alors, ça ne vous étonnera pas. Donc, que ce soit les suites Google, les suites Microsoft ou Airtable, dans une enveloppe qu'ils appellent le low-code development. Alors ça peut nous parler parce que si on regarde ce qu'est le Map Store, c'est exactement du low-code development. Je peux fabriquer mon application sans faire de code. Mais c'est ce qui est en train de se produire aussi pour la donnée.
avec le risque que les données qui étaient à peu près atteignables sous une forme bureautique ne le soient plus, puisqu'elles partent et sont traitées dans ces différents clouds qui souvent sont en SaaS, donc pas forcément facilement atteignables. Donc un paysage qui évolue. Il évolue en forme, mais il évolue aussi en contenu. Aujourd'hui, on va parler de données. Géodonnées, on en avait parlé il y a 2 ans, ça fait déjà 2007 quoi, comme expression. Donc là, j'ai cité quelques verbatims. Je veux mettre à jour un numéro de téléphone de la salle de visio sur la carte. J'ai un fichier Excel de subventions par commune. Il y a des données qui m'intéressent sur DataGouv.fr, je voudrais les superposer aux autres. Je veux mettre à jour une donnée tous les jours. J'ai des stats, je n'ai que des stats indicateurs. Sous-entendu, je n'ai pas de données géographiques. On veut éditer une donnée à plusieurs, etc., etc. Et donc, un gros besoin, c'est Excel to GeoOrchestra. C'est-à-dire, des gens ont des données, il faut les amener sur GeoOrchestra à moindre coût, ou alors une API vers GeoOrchestra. Alors, dans les solutions, donc, on en a eu quelques-unes sur les post-it. On les connaît toutes à peu près. Hein. Certains utilisent PDIO. Certains utilisent l'éditeur de MapFishApp. Donc, il y aura sans doute un éditeur dans les futurs viewers. Certains utilisent QGIS avec une extension qui va bien d'un côté, une extension qui va bien de l'autre. Il y en a qui ont investi dans des ETL. Il y en a qui ont plusieurs ETL. Il y en a qui se passionnent pour les scripts et donc qui automatisent leur remontée d'informations. Et puis, il y a même des applications de saisie, on en a parlé hier aussi, avec pour chacune des avantages et des inconvénients. L'inconvénient étant souvent que ce sont des outils assez spécialisés et on ne peut pas mettre quelqu'un comme ça et lui dire bah, vas-y, tu t'en sers sans formation. Donc, si on regarde le workflow qu'on a classiquement actuellement, celui du haut, on a des gens qui produisent une donnée. Cette donnée, si je regarde le cadre large de l'open data, elle est vraisemblablement en nombre, peut-être pas en volume, mais en tout cas en nombre, dans un tableur. Aujourd'hui, ça marche comme ça. On l'envoie aux techniciens qu'on a vu tout à l'heure sur les post-it, donc ça coûte cher. Parce que, il y a même une étape d'avant qui est que le technicien réclame la donnée aux gens. Ensuite, le technicien essaie de se dépatouiller avec la donnée. Quelquefois, il va faire des allers-retours avec les gens pour rectifier des choses. Il utilise un procédé quelconque comme QGIS pour charger ça dans une base de données proche de l'IDS. Et puis ensuite, l'IDS est capable de faire du traitement de données. Et vous voyez qu'on paye à chaque fois, en fait, ça coûte. Et puis, ça coûte d'autant plus que quand il faut mettre à jour la donnée, on repaye tout ça. Raison pour laquelle, souvent, nos données ne sont pas mises à jour. Donc là, je parle de notre contexte. Hein. Peut-être êtes-vous dans cette situation. Donc, dans l'idéal, il faudrait plutôt un schéma comme celui du bas, c'est-à-dire les utilisateurs font leurs données, ils font un petit truc qui fait que cette donnée, elle est visible depuis l'extérieur. Ça doit arriver sur GeoOrchestra et on veut payer qu'une seule fois, mise à jour comprise. Donc, c'est là que... Hop là, ça avance tout seul. C'est là qu'on a testé, nous, la librairie OGR. Alors, OGR, ça va parler à certains, peut-être, et certaines, peut-être pas à d'autres. C'est un format d'abstraction, c'est surtout quelque chose qui est lié au projet qui s'appelle GEDAL, qui en est à ses 20 ans, qui est un truc qui a plein de caractéristiques. Première caractéristique, il lit plein de formats de données et pas que du géo. Il écrit dans plein de formats de données et pas que du géo. Il a une doc très très bien faite et très très volumineuse. Je ne sais pas si 2 personnes dans le monde rédigent de la même façon une commande avec GEDAL pour importer des données, tellement il y a d'options. Et dans cette librairie, il y a un truc qui s'appelle VRT. Alors VRT, c'est un format qui décrit une source de données. Ça dit où est la donnée, comment elle est structurée, comment éventuellement la filtrer, en quelle projection elle est, etc. Ça ressemble étrangement à une métadonnée d'ailleurs, parce que les questions sont assez proches. On pourrait fabriquer une métadonnée avec ce VRT. Donc,
Dans GDAL, il y a la possibilité d'écrire des fiches qui décrivent intégralement une source de données. Et ensuite, à partir de cette fiche, on peut prendre la donnée et, grâce à les librairies, la poser où on veut, dans une base, dans un autre Excel, dans un CSV, etc. etc. Voilà. Alors, la raison pour laquelle on ne l'utilise pas beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de docs et qu'il faut avoir un accès en ligne de commande au serveur, ce que tout le monde n'a pas, loin de là. Mais la raison pour laquelle tout le monde l'utilise, c'est qu'en fait, GDAL, c'est dans QGIS, c'est dans FME, c'est dans les différents systèmes, parce que c'est une librairie et donc c'est utilisé de façon très très large. Donc il y a de fortes chances que les formats que vous utilisez aujourd'hui soient pris en compte par GDAL. Donc voilà, un exemple de VRT. Alors si on lit en rouge, vous voyez qu'il y a une source de données, elle est décrite en HTTP, donc on sait où elle est. Vous voyez en bleu qu'on a rajouté des trucs qui, par exemple, permettent de filtrer les données. Là, on choisit les données qui concernent la région 053 parce qu'il y a un attribut qui permet ça. Et vous voyez en vert la description du schéma de données avec le champ entreprise de type chaîne qui va se retrouver dans un champ non entreprise, type entreprise qui va se retrouver dans type entreprise, sirène qui va se retrouver dans sirène entreprise, etc. etc. Donc, c'est un exemple très simple de VRT. Et ce fichier-là est nécessaire et suffisant pour que la librairie GDAL aille chercher les données et les mettre où on lui demande de les mettre. Voilà. Donc QGIS le fait. À droite, vous avez la fenêtre qui représente le formulaire de création le formulaire d'import d'un ODS, d'un fichier bureautique. Et à gauche, dans le chemin qui est affiché en bleu, on voit qu'en fait, ça crée un VRT. Donc QGIS utilise GDAL comme beaucoup d'autres outils. Et donc, on s'est dit, plutôt que d'utiliser ces outils-là, parce que QGIS, c'est compliqué à installer, alors je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais c'est encore plus compliqué à utiliser pour quelqu'un qui ne s'en est jamais servi. Donc, on s'est dit, plutôt que de former les gens à QGIS, on va les former à rien du tout. On va utiliser VRT, OGR, pour importer les données, et ils ne s'en apercevront pas. Avec le workflow suivant, on va demander à l'utilisateur, tu te débrouilles, mais tu mets tes données sur Internet. Ça veut dire que si je veux arriver sur tes données, ça commence par HTTP. Il y a 2 ans, c'était difficile de poser cette exigence. Aujourd'hui, après le Covid, il y a eu une migration massive dans des clouds. Et donc, beaucoup ont d'abord appris à se servir du partage public, du partage de fichiers, appris à faire de la coédition et appris à générer des liens publics pour partager leurs fichiers. Donc aujourd'hui, ce n'est vraiment pas une nouveauté. Ensuite, l'utilisateur éventuellement rédige le VRT, alors ça on y reviendra, et l'utilisateur doit respecter des règles, c'est-à-dire il doit mettre un localisant pas inventé, un code sirène, un code géo, un code INSEE, un XY, ou alors pas de localisant. Bon. Il faut lui préciser qu'un nombre, c'est un vrai nombre, pas entre 10 et 15, par exemple. Une date, c'est une vraie date, et on proscrit la fusion de cellules. Et c'est dur. Ça, c'est ce qu'on va demander à l'utilisateur. À droite, ce que l'administrateur fait, il travaille sur un robot d'import, donc on va en parler. Il peut aider l'utilisateur à rédiger son VRT, et il place le VRT sur son serveur. Et le robot d'import, il se tape tout le boulot répétitif et rébarbatif qui nous coûtait cher auparavant. Donc maintenant, pour illustrer le propos, je vais passer la main à Lydie, ou alors si vous voulez bien lui passer la présentation pour voir un cas d'application qui a été l'un des premiers cas qu'on a mis de façon complète sur ce procédé. Lydie ? Ouais, alors j'attends juste d'avoir la main et puis je vais vous partager mon micro. C'est fait. Ok, c'est parti, merci beaucoup. Donc le besoin pour nous, c'est typiquement sur ce cas d'usage où en fait on met à disposition
une couche d'information à l'échelle de la région Bretagne qu'on voit là sur un MViewer en fait, hein, donc une application qui peut être réutilisée potentiellement par l'ensemble de nos collectivités. Donc nous, on travaille typiquement avec les intercommunalités, voire avec les communes. Au niveau des intercommunalités, on en a 59, les communes, on en a 1216, ce qui commence à représenter beaucoup de gens. Des gens qui ont un niveau, évidemment, qui sont très très loin de la sphère des géomaticiens. Évidemment, aux communes, on va être sur un profil secrétaire de mairie, parfois sur des petites communes, hein, où on a des gens qui font ça à mi-temps. Et l'idée, c'est de voir comment on peut faire du crowdsourcing dans le fond, c'est-à-dire amener des gens qui, a priori, n'ont aucune connaissance technique à nous fournir l'information, la donnée, qui permet à l'échelon régional de créer une couche super intéressante qui peut servir à plein de monde. Là, sur le principe, c'est un exemple sur les salles de visioconférence qui sont mises à disposition de certains publics à l'échelle de la région par nos collectivités. C'est principalement là, sur cet exemple-là, des intercommunalités qui mettent à jour ces infos-là. Et typiquement, là, si je prends le cas d'une intercommunalité, on a quelques informations de type le nom de la salle, le nombre de places disponibles dans la salle, s'il y a un accès personne à mobilité réduite, si c'est ouvert au public, l'adresse de contact et éventuellement les horaires d'ouverture. L'enjeu autour de cette donnée, c'était de voir, on avait fait un questionnaire en 2016, mais depuis le temps, la donnée n'était plus à jour, c'était de voir comment on pouvait simplifier l'actualisation de ces données-là, parce qu'évidemment, avec le fait d'avoir ce MViewer autour des données qui sont sur GeoBretagne, on a le cas, par exemple, à Brest Métropole Océane, qui va réutiliser dans son propre site une URL figée de partage de ce MViewer pour elle-même mettre à disposition de sa communauté en local les informations sur les salles de visioconférence. Donc l'idée, c'était bien de dire comment faciliter la mise à jour par un public qui est très hétérogène, qui souvent n'a pas de connaissances techniques et puis surtout qui est démultiplié sur le territoire. Donc je vais essayer de vous montrer la chaîne, vous montrer aussi les limites, parce que je ne sais pas si ça va marcher, mais on va quand même le tenter. Par exemple, sur Pontivy Communauté, j'ai créé une donnée qui est erronée. Ici, on a besoin de mettre à jour, c'est pas 160 places, c'est 16 places en vrai dans cette salle de visioconférence. Donc, ce qu'il y a derrière le moteur, on part de là. C'est un tableur qui est au format Excel partagé sur un outil qui s'appelle Nextcloud, qui est l'équivalent d'un Frama quelque chose avec une suite OnlyOffice, et surtout qui est l'outil qui s'est imposé, nous, dans notre communauté régionale et que connaissent les collectivités avec lesquelles on travaille. Donc, en fait, grosso modo, c'est une URL en ligne avec un tableau qu'on a évidemment structuré au préalable. Alors, on aurait pu même l'améliorer encore plus que ça en mettant des listes déroulantes, par exemple, ce genre de choses, ce qui n'est pas encore fait, mais qu'on peut faire. Et on retrouve ici, si je reprends le cas de Pontivy Communauté sur lequel j'étais tout à l'heure, je vais retrouver effectivement dans le tableau, sur la ligne qui concerne Pontivy Communauté, les informations qui ressortent au niveau de ma fiche d'information et qui sont structurées au niveau du tableau. Je retrouve par exemple le champ qui donne la capacité de salle. Donc j'étais à 160, je vais passer à 16 places. Voilà. Et après, dans le contexte, la petite difficulté, la limite qu'on a et qui fait que je ne sais pas si ça va pouvoir marcher dans le timing imposé par cette présentation, c'est que souvent sur Nextcloud, il y a un petit temps de battement, on a remarqué, entre la mise à jour faite ici par un utilisateur en ligne et le temps où elle est prise en compte effectivement dans le fichier Nextcloud. Alors pour m'en assurer, je vais peut-être juste essayer de télécharger ce nouveau fichier, mais on voit déjà que il met qu'il a été mis à jour il y a 7 jours, donc c'est pas très récent, mais je vais revenir dessus. Il y a 7 jours, donc il l'a pas encore pris en compte. C'est-à-dire que visuellement, j'ai l'impression que mon 160 est pris en compte, mais en vrai, dans le fichier, ça ne l'est pas. Je fais quand même une dernière petite tentative, sait-on jamais. Voilà, je reviens là. Est-ce qu'il y aurait moyen dans le menu fichier, de synchroniser sur le disque le buffer, quelque chose comme ça, faire fichier sauver, ou il n'y a même pas cette possibilité-là? Alors, de toute façon, ça le fera. Au bout d'un moment, la mise à jour va se faire. C'est juste pour les besoins de la démo. J'avais juste besoin que ce soit ultra réactif. Et là, pour le coup, ça va pas forcément l'être. Alors, j'ai bien le 16 places ici, donc il l'a pris en compte. Mais ce dont j'ai besoin, c'est que
parce que tout le script que Fabrice a rédigé derrière et qui permet l'automatisation, il vient chercher en fait le lien de téléchargement de ce fichier qui est donc ici, on a la possibilité de télécharger le fichier. Et c'est ce lien-là qui est pris en compte. Et il faut que ça se soit mis à jour. Voilà. Il a été mis à jour, il y a marqué il y a 1 minute. Ouais, donc il y a des chances. Je vais juste ouvrir pour en être sûr. Mais on va l'ouvrir. Il est là. Je retrouve ma ligne ici. Est-ce qu'il me l'a bien pris en compte? Ouais, c'est passé à 16 places. Donc là, normalement, je retourne ici sur le tableau. J'ai juste un lien à lancer. Alors pour nous, c'est un bouton. On pourrait le mettre de façon plus sympa. Hein. C'est vrai que nous, on en est encore à la phase test pour ça. Donc évidemment, c'est pas encore mis sous forme de quelque chose de joli, etc. Ce truc. Mais il suffit de lancer l'URL qui est là. Je vais la mettre là pour m'assurer qu'elle est bien lancée quand même. Voilà, de la lancer dans un navigateur. Une fois qu'elle est lancée, tout le script que Fabrice vous détaillera est lancé. Et du coup, je reviens sur mon MViewer d'origine qui était à 160 places. Je vais faire un petit rafraîchissement. Et je reclique sur Pontivy Communauté. Vous voyez, je suis passée à 16 places. Bravo. Et ça a marché, ouais. Enfin, ça marche, mais c'était juste le petit battement, là, la petite contrainte qu'on a avec Nextcloud, pardon. Super. Voilà, bah, j'ai à peu près tout dit, je pense. Fabrice, tu me dis si j'ai oublié des choses, mais de mon côté… Écoute, on répondra peut-être à des questions après. Je t'invite à rester, bien sûr. Ah oui, pardon, ouais. Donc voilà, le Megalis, c'est le premier, ça date de quelques semaines, avec qui on a mis au point le flux complet, parce que l'opportunité s'est présentée et parce qu'on se connaît. Donc on va voir en gros ce qu'il y a derrière. Alors, on a fait un petit peu d'organisation, sachant que c'est hyper rudimentaire. On a voulu rester sur des choses très basiques. Donc, en gros, sur le serveur, il y a des répertoires, et ces répertoires, chaque répertoire correspond à un job d'import. Donc là, on a un répertoire Megalis Bretagne, mais il pourrait y avoir Megalis Bretagne Visio, Megalis Bretagne machin, on organise ça comme on veut. Dedans, on met les VRT qui décrivent les ressources. Donc, salvisio.vrt pointe vers le lien public du fichier tableur que vous avez vu tout à l'heure. Et donc, on pourra en rajouter d'autres. Si vous regardez le script là, le robot est déclenché par l'utilisateur, c'est ce qu'on a vu. Dans le répertoire, le robot lit le fichier qui s'appelle settings. Donc c'est quelque chose qu'on a rajouté parce que notre cible de notre destination, c'est une base Postgre. On a choisi ça, on pourrait choisir autre chose. Et donc on avait besoin de paramètres pour dire les données de ça, tu vas les envoyer dans tel schéma. Et donc ça, c'est réglé dans settings. Qui initialise une variable d'environnement. Ensuite, pour chaque VRT, on importe les données. Et enfin, on a rajouté ça parce qu'on en avait besoin. Si besoin, il y a un script de post-import, donc un SQL, qui est exécuté et qui permet par exemple de croiser des données. Donc là, c'était un cas beaucoup plus compliqué de croisement de base sirène, d'admin express et de je ne sais pas quoi, pour fabriquer des compteurs communaux avec le numéro sirène. Donc des répertoires, des fichiers dedans, et puis un automate qui pour nous est Jenkins. Alors en retour, ce que ça nous donne, c'est un procédé qui permet en fait un certain nombre de choses. On peut normaliser les noms de champs, et donc surtout on peut laisser libre les utilisateurs de choisir les en-têtes de colonne qu'ils veulent. Parce que si on dit à un utilisateur, tu te limites à 15 caractères en minuscules et sans espace, il n'arrive plus à lire son tableau. Donc nous, on prend leur nom et puis on les renomme. La Bano sur plusieurs départements, ça marche très bien. On télécharge 5 départements dans le VRT et ensuite, voilà, intégration directe. Un Excel de subvention aux EPCI qu'on relocalise au chef-lieu, ça marche assez bien aussi. On a téléchargé les chefs-lieux Admin Express, l'Excel, et puis il y a un croisement qui se fait en base. L'API en GeoJSON, c'était l'exemple de Camino. Donc Camino Cadastre Minier, on a fait une couche nationale qui se met à jour toute seule tous les jours maintenant. Intégrer tout Admin Express en un coup,
donc vous savez, Admin Express, c'est un gros zip avec plein de répertoires. On a décrit ces répertoires dans un VRT, et donc ça permet d'importer toutes les limites administratives d'Admin Express. Fusionner 4 Excel, renommer INSEE passer de code INSEE à code sirène. Et puis, un truc qui a été rajouté, qui est très intéressant, c'est savoir quand une donnée a été importée. En gros, notre script inscrit dans la base, en commentaire, cette donnée a été importée à telle date par tel VRT. Donc, dans ce qui marche comme source, Ethercalc, ça marche très bien parce qu'il y a une API qui sort du CSV. Donc là, c'est immédiat. On change un chiffre, pouf, le chiffre change sur la carte. Nextcloud, vous l'avez vu. Une appli nationale Camino. DataGouvFR. Les données DataGouvFR, ça marche bien. Ce qui est CSV, ce qui est GeoJSON, ça marche très bien. Excel, il y a un petit truc que vous n'avez pas vu là, mais qui fait que ce n'est pas tout à fait aussi pratique. Mais je pense que ça évoluera. En gros, il ne sait pas reconnaître nativement les fichiers Excel. Ce qui ne marche pas, par exemple, c'est CryptPad, parce que CryptPad, c'est crypté. Et donc, on ne peut pas télécharger le fichier. C'est le navigateur qui fait ça, et on n'a pas trouvé comment faire. Ou des environnements comme Osmose, qui est un cloud fichier de l'État. Là, c'est parce que les liens publics durent qu'un mois. Donc, le VRT, il dure qu'un mois, puisque le lien est échu au bout d'un mois. Il y a de la marge. Donc, quand on lit, à chaque fois qu'on lit la doc GEDAL, on trouve d'autres trucs. Donc, c'est des modificateurs. Vous voyez une adresse de données. Dedans, par exemple, on peut lui dire tu vas télécharger, c'est le VSI curl, et puis tu vas dézipper, c'est le VSI zip. Ou alors tu vas chercher ça sur Amazon S3. Donc on peut imaginer un petit challenge, et je pense qu'on peut y arriver. En une seule chaîne, c'est-à-dire en une seule adresse, on télécharge un CSV quelque part, enfin un zip quelque part, on le dézip, on sort le CSV qu'il y a dedans, on l'envoie à Geo API GouvFR, on récupère le CSV et on a une donnée géolocalisée à partir d'un fichier Excel avec des adresses dedans. Voilà, ça pourrait être marrant à tester. Et puis tout un tas d'opérateurs qui existent aussi, donc la reprojection, l'union de plusieurs layers, le fait de faire une bounding box ou une région d'intérêt pour ne charger que certaines données, ce qui est super avec les données nationales, passer du SQL dessus, rajouter des champs métadonnées. Donc il y a tout un tas de trucs à tester qu'on n'a pas encore testé. Dans les idées pour aller plus loin, lire la doc déjà c'est intéressant. Et puis, pourquoi ne pas partager nos VRT entre nous, puisque si quelqu'un a fait un VRT pour aller chercher, par exemple, les données du plan de relance, le simple fait de le partager avec vous fait que vous pouvez importer les données du plan de relance dans votre infrastructure. Et ça s'adaptera très bien. Donc, Git, Pastebin ou je ne sais pas quoi pour partager nos VRT entre nous. Donc, partager des sources de données nationales, pourquoi pas avec SLD, puisque là aussi, on a ce besoin de refaire des sources nationales, enfin de refaire des flux à partir de sources nationales, et puis partager les scripts d'import, que je ne vous ai pas montré là, parce qu'il est peut-être propre à notre plateforme. Voilà, donc en guise de pub, le goût des choses simples, par rapport à nos autres essais sur des ETL qui ont posé beaucoup de problèmes de formation et qui n'ont pas franchement résolu les choses simples qu'on voulait faire. Voilà, c'était la puberta, Landry. Tu as tout à fait compris. Bien. On vous écoute si vous avez des questions. Je ne sais pas du tout quelle heure il est. Je crois qu'il y a eu des petites questions sur le chat, Fabrice. Je ne sais pas, il y en a peut-être où on a répondu, mais... Alors... J'avais une question, Fabrice, c'était sur le VRT, la liste des champs. En fait, il n'y a pas de champ géométrique, il est transparent du coup, tu n'as pas besoin de le préciser, il est implicite. Alors, plusieurs choix. On ne s'est pas focalisé là-dessus parce que le but du jeu, c'était de s'intéresser à des données qui ne sont pas touchées par la plateforme. Donc, il n'y a pas de champ géométrique. Mais sinon, ça prend les XY. Donc, on dit ça, c'est la colonne X, ça, c'est la colonne Y, et ça, c'est le système de projection. On l'a fait avec, oui, les salles de visio, c'est comme ça, je crois, Lydie. Oui. Ouais, c'est ça.
Et puis surtout, avec ce type de données, notre localisant, c'est le code INSEE. Et donc ça se passe en croisement dans la base. Est-ce qu'il y aura moyen de partager dans un dépôt Git certains de ces fichiers VRT pour source d'inspiration ou sous forme de GIST C'est le premier point, le deuxième point du transparent que vous avez là. Donc, ouais, si ça vous dit, on peut initier le truc, parce que moi, je trouve ça vraiment intéressant que ça se fasse comme ça. Je peux créer un dépôt Git dans Orchestra sur VRT Examples, par exemple. Et puis, Alors, le petit bémol, c'est que ça serait bien que n'importe quel administrateur de données puisse déposer le VRT, ce qui exclut le fait qu'il ait à taper des commandes Git pour pouvoir le faire. L'interface de GitHub peut permettre d'uploader un fichier sans avoir à bidouiller avec Git. Donc, sinon en wiki. Sinon un wiki, ouais. Oui, sur le wiki Git, sur le wiki Orchestra également, ou ailleurs. Hein. Sur le wiki GeoBretagne également, enfin peu importe, à partir du moment où c'est partagé, ça me semble intéressant. Alors, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que dans les autres plateformes, vous êtes confronté à ces fichiers Excel, est-ce que ça vous prend du temps? Alors, je dis Excel parce que c'est le truc emblématique. Est-ce que ça vous prend du temps? Est-ce que la solution qui est présentée là vous paraît intéressante? Et le temps que vous réagissiez, je voudrais dire aussi que nous, on voit ça comme étant tout à fait complémentaire avec d'autres choses qui vous sont présentées, style Data Publisher. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle Data Publisher? Data Feeder. Ouais, Data Feeder, édition collaborative, application, etc., etc. La philosophie de GeoOrchestra, c'est quand même de proposer plus de trajectoires grâce à la modularité, au caractère logiciel libre et à l'interopérabilité. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité à fournir 5 solutions à partir du moment où elles savent fonctionner ensemble, évidemment. Tu as Maël qui veut parler. Ouais, non, mais Excel, quoi. Parce que je sais pas, on doit tous partager des mauvaises expériences avec Excel ou sur un projet avec l'utilisateur métier, vous designez le fichier Excel tel que mis, avec même carrément des listes déroulantes pour comment dire, optimiser la saisie de données et tout. Et ok, ce truc-là, il est transmis au prestataire, hop, ça vous revient pour intégration dans la base. Alors peu importe le moyen, ETL ou pas, mais du coup avec ça, c'est super intéressant. Et puis bon, bah non, il est pété le truc, il est pété de partout, tu sais pas ce qui s'est fait. C'est vraiment la plaie, parce que les autres formats, est-ce qu'on peut apprendre aux utilisateurs à exporter en CSV? Nous, notre expérience, c'est qu'on ne peut pas. Non, mais je sais bien, mais c'est un vrai souci. Donc, en gros, mais il faut bien voir la philosophie du truc là. On va voir les gens et on leur dit vos données, elles sont où actuellement? Et on essaie de s'adapter aux données qu'ils ont sur leur serveur, sur leur cloud. Et s'ils ne savent pas les partager sur Internet, on dit bah, tant pis, on attendra que votre cloud soit au point. Parce que comme ils font déjà le boulot et qu'on y est presque, puisqu'ils sont déjà en cloud, bah, avec ce système-là, ils n'ont pas besoin de mot de passe. Ils n'ont pas besoin d'apprendre à servir d'un outil. Et ils peuvent faire des copier-coller entre cellules. Et en gros, c'est ça qui motive. C'est le fait de ne rien avoir à apprendre. Cédric, tu veux intervenir? Non, enfin j'étais intervenu juste pour dire qu'on avait essayé également de convertir les utilisateurs au CSV et que c'est très laborieux et que effectivement, mais pourquoi vous voulez pas qu'on utilise Excel, quoi? C'est ce qu'on se prend toujours comme remarque. Donc voilà. Et sinon, non, mais voilà, juste poser la question dans. Tu avais cité Osmos, c'est vrai j'ai vu derrière que c'était Jalios parce que c'est l'intranet qu'on est en train de mettre en place aussi en interne à la région. Donc voilà, je pense que c'est un des freins. Mais par contre, par rapport à tout ce qui est GED, nous on utilise Alfresco Share. Donc je sais pas si vous l'avez testé ou pas. Voilà. La condition, c'est qu'il y ait des liens publics. Oui, on ne l'a pas testé, mais c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'Alfresco, tu as des liens, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Hein. Ouais. C'est juste la sécurité, effectivement, de voir si des espaces privés, entre guillemets, qui Alors là, compliquent. On est dans l'open data, donc oui. c'est un truc en plus.
Nous, on veut pas savoir s'il faut prendre tel onglet ou tel machin du fichier, tu vois. Vous le mettez sur Internet et on fait le reste. Juste une petite question, du coup, on disait lien public. Est-ce que vous avez testé avec Nextcloud et le partage de fichiers avec mot de passe? Parce qu'il y a un lien public avec WebDAV, mais je ne sais pas si Gedal il sait consommer directement par WebDAV. Il me semble que oui. Ou du coup, vu que vous savez que la problématique Open Data, la question s'est pas posée jusqu'ici. La question s'est pas posée jusqu'ici. Alors après, je complète ta question. Si je reviens en arrière, on a dû avoir recours à un petit trick, puisque Gedal, quand il télécharge un Excel, il ne sait pas reconnaître que c'est un Excel. Donc il essaie de le charger en GeoCision et il n'y arrive pas. Alors quelqu'un a dû tomber sur ce problème-là avec des CSV, parce qu'ils ont rajouté un switch CSV pour dire ce que tu vas télécharger, c'est du CSV. Mais ils ne l'ont pas rajouté pour Excel. Donc ils le rajouteront peut-être. En attendant, on a dû intercaler un bidule. Donc c'est le fichier download.list qui télécharge les ressources, qui les renomme en Excel pour pouvoir les exploiter. Il ne télécharge que celles qu'il a besoin de télécharger. Et donc là-dedans, on peut rentrer dans n'importe quel truc avec des commandes curl. Si tu as une idée précise de qu'est-ce qu'il faut changer parce que ça marche avec tel pilote et pas tel autre pilote de Gedal, moi je peux à la limite aller voir avec Even pour qu'on l'implémente. Ça, c'est pas trop un problème. Ça, c'est cool. Depuis le temps, j'ai quand même mis un peu les mains dans Gedal. Il y avait Vincent qui voulait parler. Vincent? Oui, merci. Je voulais poser la question du lien entre le VRT et la publication dans MViewer. Quel est le mécanisme qui est utilisé dans MViewer pour consommer la donnée du coup? Les flux OGC, G-Orchestra. Alors là, le mécanisme qu'on décrit se contente d'amener les données à portée de l'IDS, de la plateforme. Ensuite, il faut fabriquer des choses avec. Donc, le serveur intervient à un moment. Oui, donc le serveur intervient à un moment et tu remarqueras aussi, dans les données qu'on reçoit, là, on n'est pas tout à fait prêt à afficher des trucs dans des contours communaux, puisque ce qu'on va avoir, c'est juste des localisants de type numéro INSEE. Donc, pour nous, ça se passe avec des créations de couches qui sont en fait, alors ils appellent ça vue SQL dans GeoServer, mais c'est des requêtes SQL. Et donc, c'est au niveau de la couche qu'on croise les données du Excel avec les données qui permettent, par exemple, de projeter ça sur des contours. En première étape, les données, tu les publies en base de données, hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Tu crées une fiche de métadonnées, tu crées ta couche sous GeoServer et une fois qu'elle est créée, c'est là que ça vient alimenter, en fait. Le script de Fabrice vient alimenter cette couche GeoServer. Voilà, donc je sais pas, il y a moyen de faire des votes là-dessus pour savoir qui est intéressé Moi, j'aurais bien fait même un petit retour par rapport à ça. Je trouve ça vachement intéressant. Je sais que sur la plateforme slovaque, on avait eu la problématique de collecter des données fournies par le portail Open Data gouvernemental. Donc, en fait, faire redescendre, enfin par le portail et puis par différents services, différents ministères, et qui est exposé sur des plateformes de type DataCube, des choses comme ça, donc des trucs un petit peu complexes. Et en fait, j'ai le sentiment que ça pourrait permettre de remplacer tout ce que nous on avait fait via des scripts d'import en Python, des trucs complexes, quoi. Ouais. Alors, Gilles a posé la bonne question. Gestion d'erreur. Qui est responsable du problème? C'est pas si très bien. C'est exactement ça. Alors, si on regarde le schéma qui est ici, le responsable du problème, il est dur à trouver. En fait, c'est partout où on dépense de l'argent. Et donc, souvent, on a un espèce d'aller-retour entre les producteurs de la donnée et l'administrateur. Ce qui fait qu'en fait, publier une donnée qui prend 5 minutes, ça prend un mois, parce que le temps qu'on réclame le réglage de l'entête machin, etc., c'est long. Donc, nous, on voit le VRT comme étant le contrat d'interface.
Dans le VRT, il y a marqué, d'un côté, je m'engage à fournir les données avec tel ou tel champ, et de l'autre côté, c'est je m'engage à récupérer les données et à les mettre sur la plateforme. Donc pour l'instant, c'est très rudimentaire, mais dans notre cas avec Lydie, elle a la main sur le fichier Excel, elle a la main sur le VRT. Donc si ça ne marche pas, c'est de sa faute. C'est ça, Lydie? Merci, oui, c'est ça, grosso modo, Fabrice. Normal, producteur de la donnée quand même. Bon. Fabrice, c'est quoi l'orchestrateur qui fait ça? C'est un Jenkins, on nous dit dans le chat. Alors, mais du coup, le Jenkins, c'est juste l'orchestrateur. Le langage qui te permet de lancer tout ça, c'est quoi? C'est du Bash, du Python? Là, actuellement, c'est du Bash puisqu'il s'agit de lancer des commandes OGR. Ça fait à peu près une ligne. Le reste, c'est des if. En revanche, dans Jenkins, ce qu'on a activé, c'est la capacité de lancer des jobs avec une URL sans mot de passe. C'est le lien que vous avez vu tout à l'heure. Donc, quand on active une URL, le job se lance sur un certain répertoire. On se demandait si ça posait des problèmes de sécurité, mais en fait, l'import est censé marcher tout le temps. Ce n'est pas des trucs one-shot. Donc, si quelqu'un chope le lien et déclenche tes imports, rend bien lui fasse. Ça ouvre peut-être la place à des attaques de type denial of service, non? Je pense que ça peut se gérer au niveau du reverse proxy, ce genre de choses. Et du coup, si on veut, parce qu'il y avait des questions qui étaient à un peu blinder, un petit peu le traitement, tu peux passer sur du Python pour gérer des cas, pour gérer le login mot de passe, là, comme disait Landry. Si c'est sécurisé, tu peux gérer ça dans un truc qui serait un peu plus haut niveau, quoi. En gros, on a mis ça en place parce qu'on s'est pris une avalanche de fichiers Excel avec le plan de relance. Et en plus, on voulait avancer ensemble avec Lydie sur un viewer particulier. Donc, il y a 5 lignes de bash. On peut certainement faire plein de trucs. Moi, j'ai le sentiment que de notre côté, en tout cas, c'est pour ça que chacun est libre de faire ça comme il veut, on va sans doute rester sur du hyper rudimentaire pour comprendre un peu comment ça marche. Voilà. Il y a une question de Michael. Pour gagner en ergonomie côté utilisateur qui réalise la saisie, est-ce qu'on peut envisager de créer un formulaire de saisie avec des zones obligatoires, par exemple? Là, si tu vois bien, le mécanisme d'import, en fait, il est au milieu. Il laisse aux utilisateurs le choix de prendre ce qu'ils veulent. Donc, s'ils veulent développer, par exemple, un Excel avec tout un tas de vérifications, des valeurs intermédiaires, etc., très bien. Ce n'est pas un problème. Et en fait, c'est le cas des applis nationales qui sont en train de se créer, puisque ces applis nationales, elles sont complètes et elles ont des API pour pomper les données. Je me permets juste de rappeler un peu le timing. On finit dans 5 minutes. Donc voilà, il va falloir commencer à penser à la clôture. Je crois que c'est bon. Le reporting sur les imports, Gilles, en fait, on a un reporting puisque dans Jenkins, il y a un journal. Un tel a déclenché tel script à telle heure. Mais surtout dans la base, on a utilisé une option qui fait que GDAL inscrit en commentaire de la table qui est importée. Cette table a été importée à telle heure par tel VRT. Bon, écoute. Juste, moi je vois bien deux usages que vous avez décrits. Hein. Le premier, effectivement, qui va nécessiter beaucoup de personnalisation, c'est l'agrégation comme ça, une logique de crowdsourcing. Il y en a un deuxième qui va nous concerner, enfin, au moins pour les plateformes régionales qu'on va partager, c'est finalement jouer le rôle d'interface locale du service public de la donnée et de pouvoir redistribuer des données de data.gouv qui peuvent être, tu as cité Admin Express, Laban, mais aussi Sirène, qui représentent des très gros volumes de données au niveau national, où on a énormément d'utilisateurs qui aimeraient avoir finalement une vision locale de ces données. Et je pense que ça, sur rien que ces 3 données-là qu'on vient de citer, on peut complètement, je pense que ça va intéresser plusieurs plateformes. En tout cas, nous, ça va nous intéresser et je pense qu'on pourrait mutualiser ça pour l'industrialiser au moins sur les plateformes régionales. Après, pour les plateformes plus locales, peut-être aussi, mais je les laisserai s'exprimer. Mais voilà.
Oui, tout à fait. Le premier besoin sur lequel on a travaillé avec Lydie, en fait, c'est essayer de virer les codes sirènes pour les codes INSEE pour utiliser les codes sirènes. Alors mine de rien, tu demandes à 5 personnes et en fait, il y en a un qui arrive avec le code postal, un avec le code sirène, un avec le code INSEE, tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait les mêmes études. Et ça a avancé, oui, ça marche à peu près.